Alors nous sommes le jeudi 3 septembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Caroline Roca, je suis guide conférencière et enseignante. J'ai écrit un roman qui s'intitule « L'histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire ». Et vous nous appelez de La Seine-sur-Mer. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait des salons d'écrivains. Ce qui est agréable de voir, ce sont les organisateurs, les gens qui sont là, les livres qui sont présentés. Vous comprendrez bien sûr que dans le contexte actuel, c'est un petit peu difficile de faire les salons. Nous avons, nous, un moyen qui s'appelle l'insert téléphonique, qui permet de joindre les gens au téléphone, avec d'ailleurs un excellent résultat, ce qui va permettre un autre type d'exercice, celui de vous faire parler au téléphone. Première question, ce livre s'appelle comment ? Il a un titre un peu énigmatique, « L'histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire ». Ce titre est expliqué en plus à la fin, c'est-à-dire qu'il faut le lire pour comprendre le titre. Donc l'histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire est un roman, d'après mon éditeur, inclassable. Alors j'avoue qu'au départ, j'ai bien aimé être considéré comme un auteur inclassable, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à déterminer la rubrique parce que, en fait, je fais référence à plusieurs domaines. Donc il y a de l'histoire, puisque je suis à l'origine historienne de l'art, de l'histoire en général, de l'histoire de l'art, mais ce n'est pas un roman historique. Il y a la disparition d'un éditeur, mais c'est pas du tout un thriller ni un policier. Il y a quelques histoires d'amour croisées, mais ce n'est pas du tout de romance. Je parle de voyage, de plusieurs pays différents, mais ce n'est pas non plus un récit ou un carnet de voyage. Je parle de religion, de plusieurs religions, mais ce n'est pas non plus un essai de théologie. En fait, le personnage central est une femme que tout le monde connaît, surtout dans la région, puisque c'est la patronne de la Provence, c'est Marie-Madeleine. Une figure très très importante dans la religion chrétienne, bien évidemment, mais peut-être un peu au-delà, parce que cette femme a toujours beaucoup parlé d'elle. Les écrivains, les théologiens, les hagiographes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de raconter la vie des saints, ou les écrivains contemporains, je fais référence au Da Vinci Code, se sont toujours intéressés à cette image féminine qui est tout à fait particulière. Et j'avais envie d'en parler, de parler aussi de la position des femmes depuis l'Antiquité dans le monde et principalement dans notre région. Le livre est sorti quand ? Le livre est sorti en juin 2018, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans, aux Presses du Midi, un éditeur toulonnais. Alors ce livre, je pense que vous l'avez déjà présenté, vous avez rencontré également, parce que c'est important, des gens qui vous l'ont acheté. Peut-être que vous avez justement de la part de ces personnes déjà un retour. Comment on appréhende ce livre et comment on l'apprécie ? Alors en fait, je pense que c'est le titre qui a plu à certains lecteurs. Alors je vous parle pas des personnes autour de moi, particulièrement mes parents ou mes amis qui dans ce genre de situation crient toujours au génie, parce qu'ils sont ravis que j'ai écrit ce livre. Pour les personnes que j'ai croisées, que je ne connaissais pas, ils ont été plutôt séduits par le titre, qui est un petit peu énigmatique, sauf un responsable marketing d'une grosse entreprise parisienne qui m'a dit que c'était vraiment incroyable, c'était absolument pas porteur et qu'il n'aurait jamais choisi ce genre de titre pour un roman. Les lecteurs que je ne connais pas ont eu plusieurs lectures, plusieurs remarques, quelquefois différentes les unes des autres. Quelqu'un m'a dit que c'était une fable historique, et j'ai bien aimé le terme de fable. D'autres ont vu la partie liée à Marie-Madeleine, alors je dirais surtout des femmes, ont apprécié mes descriptions, la position féminine dans l'Antiquité, en Égypte ancienne, ou à d'autres périodes au XVe siècle à Naples ou en Suisse au XIXe. Mais j'ai eu vraiment, et c'est merveilleux quand on est écrivain, c'est d'avoir ce résultat, c'est-à-dire que les lecteurs s'approprient son propre livre. Et j'ai même une anecdote qui est vraiment très particulière. Il y a une personne qui est venue lors du Salon du Livre l'année dernière, la fête du livre du Var qui a lieu à Toulon en novembre, et qui l'avait déjà lu et qui voulait un autre exemplaire dédicacé pour faire un cadeau. Je lui ai demandé comme d'habitude, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman ? Qu'est-ce qui vous a plu, tout simplement ? Et elle m'a raconté une histoire extrêmement différente de mon roman. En fait, elle se l'était tellement appropriée qu'elle a eu une lecture qui ne correspondait plus à ce que j'estimais être, moi, ma propre réalité, mais à son imaginaire. Je pense que c'est un pari gagné quand on arrive à permettre au lecteur de s'approprier, de s'identifier peut-être à certains personnages et de se laisser glisser avec plaisir dans un roman. Alors il y a une question récurrente qu'on pose aux écrivains. Combien de livres écrits ? J'ai commencé à écrire très jeune des nouvelles et j'avais une opinion extrêmement haute
des écrivains et je n'ai pas osé pendant des années montrer mes écrits. Et je le regrette un petit peu aujourd'hui. J'invite tous ceux qui ont envie d'écrire à ne pas hésiter à montrer leur production parce que c'est dommage, peut-être qu'on perd un peu de temps quand on a cette humilité qui dure de nombreuses années. Il y a quelques années, il y a une douzaine d'années, j'ai publié un guide touristique chez Ouest France qui s'intitule Sur les pas de Marie-Madeleine en Provence, qui a été coécrit avec une journaliste parisienne. Là, je suis sur l'écriture d'un nouveau roman dont le personnage en filigrane, alors ce sera plus Marie-Madeleine, mais ça sera une autre figure importante de la religion chrétienne, c'est Saint François d'Assise. Alors bien sûr, il y a une autre question, c'est la manière d'écrire qui est différente d'un écrivain à un autre, surtout sur un livre comme celui-là. Un livre comme ça s'écrit comment ? Alors même s'il a l'air très simple, parce que j'ai essayé de le rendre accessible à un très large public, j'ai mis à peu près 7 ans, parce qu'il y a beaucoup de recherches, même si elles sont extrêmement simplifiées. J'ai voulu réaliser un vrai travail d'historien. Je suis historienne de l'art, je vous le répète. J'avais besoin d'avoir des sources fiables, de faire des connexions entre différents aspects liés aux recherches actuelles sur les personnages historiques du temps de Jésus. Et donc ça a pris beaucoup de temps. C'était pour s'imprégner un petit peu de ce personnage. Et ensuite, là c'est très très personnel. C'est pas forcément très économique. C'est que je n'arrive pas à écrire si je ne suis pas dans les lieux dont je parle. Mon premier roman, je suis partie donc pour l'histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire. J'ai séjourné pendant 5 semaines dans le golfe de Naples, à Naples, pour écrire toute la partie qui se passe là-bas. Parce que je m'imprègne des lieux, je n'ai pas de contraintes horaires, je pars uniquement pour écrire dans différents lieux et c'est un état absolument merveilleux. J'appelle ça l'état d'écriture, c'est-à-dire de ne plus avoir de portable, de ne plus avoir de contraintes et d'être uniquement à ce que l'on fait, c'est-à-dire prendre des notes, prendre des photos aussi et essayer d'imaginer des situations qui viennent évidemment quand je suis en voyage. Donc comme je travaille également dans le tourisme et que depuis que je suis depuis une vingtaine d'années, je travaille dans le monde du tourisme, donc je suis allée dans la plupart des pays touristiques mondiaux. Certains pays m'ont marqué particulièrement et j'avais envie d'y retourner pour écrire, de rencontrer des personnes et des lieux de façon plus authentique. Il y a une question que je pose quand même, un livre comme celui-là, comment on arrive à le structurer ? Comme je suis enseignante, j'ai l'habitude de dire en permanence à mes étudiants de structurer, de faire des plans et que c'est absolument indispensable, incontournable, qu'on le veuille ou non. Et en fait, ce roman, je l'ai écrit sans faire de plan. Les lecteurs sont très étonnés et en fait, tout s'est structuré au fur et à mesure, mais c'est ce que je vous racontais juste avant, c'est cet état d'écriture. On est dans un contexte bien différent de son contexte d'écriture de dossier ou toute cette... tous ces documents de façon très pragmatique que on est obligé de remplir tout le temps quand on est enseignant ou touristique, nos supports d'écriture habituels. Là, c'est vraiment un état différent. C'est venu petit à petit dans cette espèce de logique qui, au fil des lieux, me permettait de faire avancer mon propre plan. C'est vrai que pour le lecteur, c'est étonnant. Tout le monde a été très surpris quand je leur ai dit qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y a pas d'unité de lieu, il n'y a pas d'unité de temps. Ça se passe dans des pays différents, à des époques différentes. Et en fait, dans la dernière partie, tout se recoupe. Alors j'avais une petite idée de ce que j'avais envie de dire, mais je ne savais pas par quel chemin je devais passer. C'était assez particulier, mais c'était extrêmement agréable d'écrire de cette manière, sans contrainte, en fait, sans aucune contrainte et sans aucune limite. Alors vous le savez, j'ai interviewé aussi d'autres écrivains et même quelquefois je les ai vus dans certaines manifestations se relire et faire des corrections, c'est-à-dire qu'on a terminé le livre, quelquefois c'est des romans ou des romans policiers, aussi il y a des relectures, il y a des corrections. En ce qui concerne le vôtre, qui est quand même quelque chose d'assez spécial, est-ce qu'il y a justement, après que tout est structuré, des corrections, ou est-ce qu'on a considéré que c'était bon comme ça ? Alors, je l'ai relu peut-être une centaine de fois. Je pense que tous les écrivains procèdent de la même façon. Ensuite, j'ai beaucoup de chance puisque ma meilleure amie est correctrice, relectrice. D'accord. Oui. Donc, c'est une profession qui n'est pas toujours bien connue du grand public. Il y a toute une partie de correction, des fautes d'orthographe, des répétitions, des choses comme ça. Ensuite, il y a toute l'orthotypographie, c'est-à-dire les tirets, quand on a une citation dans un dialogue, on utilise des guillemets différents. Toute cette partie-là. Et ensuite, il y a la relecture, c'est-à-dire qu'elle est allée vérifier ce que j'avais déjà vérifié plusieurs fois, l'orthographe de certains lieux, les dates
de certains lieux. Donc c'est un vrai travail de contrôle, mais extrêmement rigoureux. Et j'invite vraiment les écrivains à passer par un correcteur-relecteur professionnel. On est souvent un peu prétentieux tous. On est très nombreux à se dire que l'on écrit correctement le français. Et puis on a des surprises par rapport aux majuscules, par rapport aux présentations. J'ai beaucoup d'admiration pour ce travail extrêmement fastidieux, extrêmement rigoureux de correction et de relecture. Ma correctrice relectrice s'appelle Nathalie Dugas. On peut la contacter, bien sûr, pour ce travail. Il y a un moment où il faut bien éditer ce livre. Bien sûr, le nom de l'éditeur, vous le connaissez, ça ne m'est pas inconnu. Il a édité pas mal de gens qu'on a interviewés. Vous m'avez indiqué que Gérard Chevassus, parce qu'on va quand même le citer, il n'est plus à la tête des Presses du Midi. Il y a quelqu'un d'autre pour l'instant. La question, elle est en rapport, si vous voulez, avec votre livre. Je suppose que vous êtes présenté aux Presses du Midi. Vous avez demandé à ce qu'il soit édité. Comment s'est passé cet entretien? Parce que j'ai vu qu'il y a des entretiens à travers une autre personne qu'on avait aussi interviewée. Elle m'a raconté comment ça s'était passé. Je pense que sur un livre comme ça, ce serait intéressant d'avoir votre ressenti par rapport à la présentation de ce livre un petit peu spécial. Alors déjà, là, je peux me permettre de donner quelques petits conseils parce que une fois qu'on a écrit un livre, on se retrouve tous à peu près dans la même situation. Le guide touristique, c'était une commande. Donc, je ne me suis pas posé du tout la question de l'édition, de la diffusion. Je ne m'en suis pas préoccupée du tout. Mais là, ce n'était pas la même chose. Et quand on commence à regarder un petit peu sur Internet, je crois que c'est une angoisse de tous les écrivains. Mais comment va-t-on faire quand on voit les chiffres alors, j'ai lu plusieurs fois, mais en gros, il y a pour 1000 envois envois de manuscrits aujourd'hui en France, il y en a 3 qui sont pris chez un éditeur à compte d'éditeur. Les autres sont refusés, les autres partent en autopublication ou à compte d'auteur. Ouais. Donc les chiffres sont effrayants. Donc j'étais, comme tout le monde, effrayée. Heureusement, première chose, comme mon livre avait été vu par la correctrice, relectrice, qu'il était prêt pour l'édition. Et je me suis dit que ça pouvait convaincre certains éditeurs. Ils n'avaient plus rien à faire. Évidemment, il a été relu par la correctrice, relectrice des Presses du Midi, bien sûr, hein. Mais qui n'avait plus de travail. Elle a relu, il était prêt à l'édition. Elle a peut-être une mise en page différente, quelque chose de technique, mais autrement, le contenu était prêt. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que quand on lit des manuscrits truffés de fautes où il y a des italiques qui ne sont pas à la bonne place, des erreurs de ce genre, ça peut rebuter un peu certains éditeurs. Évidemment, ça coûte assez cher de faire relire auprès d'un professionnel avant édition n'importe quel ouvrage. Ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième, je pense que j'ai eu une chance inouïe. J'habite à Toulon, je suis née à Toulon, et j'ai regardé tout simplement s'il y avait une maison d'édition à Toulon. J'ai contacté les Presses du Midi, c'est le premier éditeur que j'ai contacté qui a décidé d'éditer mon livre. Une chance inouïe. Comment ça s'est passé avec eux ? Il a fallu décrocher un rendez-vous et il a fallu le convaincre. J'ai aimé sa façon de faire parce qu'en fait, il n'a jamais lu le début, il n'a pas lu la fin et il a lu au hasard quelques chapitres. Alors, je pense que c'était déjà au niveau du style de l'écriture, de ce dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire l'orthotypographie et la présentation. Donc il a été satisfait à ce niveau-là. On a parlé un petit peu du contenu, mais finalement peu. Il m'a fait parler de moi, peut-être pour savoir ce que j'avais envie de dire. C'était beaucoup plus général que le contenu spécifique de mon livre. Il m'a demandé quelques jours de réflexion et une dizaine de jours après, j'ai rappelé, il m'avait donné son accord. Alors je voulais quand même parler aussi du personnage central de ce roman qui est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, cette figure du Nouveau Testament qui a été décriée, qui a été présentée, mais sous toutes les facettes que l'on peut imaginer pour parler des femmes. C'est la pécheresse selon Luc, c'est la femme de mauvaise vie, c'est la femme perdue, et à la fois d'autres la considèrent comme la première initiée de Jésus, l'apôtre des apôtres, la première des apôtres. En fait, c'est ça qui m'intéressait. Cette femme aux multiples visages qui a été une source d'inspiration pour tellement d'auteurs aussi, d'écrivains, mais aussi de peintres et d'artistes. Donc on a une multitude d'artistes qui se sont empressés de peindre cette femme avec cette longue chevelure rousse à demi nue dans sa grotte, puisqu'elle est censée avoir passé plus de 30 ans dans la grotte de la Sainte-Baume, tout près de Saint-Maximin dans le Var. Et donc c'était cette image féminine que j'avais envie d'explorer en fait et que l'on retrouve dans mon roman.
Et ce roman s'appelle Histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire. Il est sorti quand? On va le rappeler. Le livre est sorti en juin 2018, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans. Alors j'invite tout le monde à écrire, j'insiste là-dessus. Écrivez, produisez, voyagez, prenez des notes, parce que c'est un plaisir infini. Et puis surtout un grand merci Philippe pour m'avoir permis de parler de mon roman.